fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Merci de vous être déplacés ce dimanche. J'espère que vous passez une belle journée et que vous sortez de ce bel événement. Juste un petit mot pour remercier nos partenaires, nos principaux commanditaires. Donc, il s'agit de la Ville de Québec et de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Je vais vous parler un petit peu de la contribution volontaire. Alors, pour ceux qui ont déjà participé, qui ont déjà fait leur contribution, un gros merci. Sinon, pour les autres, eh bien, juste pour vous parler de l'importance de la contribution, parce que cet événement-là est gratuit. Donc, c'est pour ça que la contribution est importante. Si chaque personne qui venait à la fin des semences laissait simplement $1 avant de repartir, bien, ça serait assuré que la fin des semences pourrait avoir lieu de nouveau l'année prochaine et pourrait continuer à faire de l'expansion. Cette année, c'est la première année où la fin des semences se tient sur 2 journées. Donc, c'est grâce à votre participation à toutes et à tous qu'on est capable de faire ça. Donc, je vous présente Larry Hudson avec sa présentation qui s'intitule « Encore plus de mythes à déboulonner ». Larry Hudson est un journaliste horticole qui signe des chroniques horticoles pour, entre autres, le journal Le Soleil de Québec et pour la revue Fleurs, Plantes et Jardins, tout en collaborant régulièrement avec plusieurs revues canadiennes et américaines. Il est également chroniqueur horticole au poste de radio CKIA-FM et tête d'affiche de l'émission Dans mon jardin avec Larry Hudson sur le réseau Télémag. Monsieur Hudson est l'auteur de plus de 50 livres, dont ceux de la série Le jardinier paresseux. Son site web sur le jardinage, jardinierparesseux.com, est l'un des plus visités au Québec. Aussi, il agit comme accompagnateur lors de voyages horticoles à travers le monde. Donc, je lui laisse la parole. Merci, moi je me profite du micro parce que j'ai des petits problèmes de voix. Fait qu'on va faire ça comme ça. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous adresser. Et si vous voyez le titre, vous comprenez, c'est suite de notre conférence. L'an dernier, j'avais une conférence sur le même sujet et je n'ai pas pu finir au complet. J'avais encore beaucoup de choses que je n'avais pas pu dire. Moi, je ne suis pas bon pour calculer le temps. Donc, bon, je me suis dit, est-ce que je peux prendre la deuxième moitié de la conférence et la présenter cette année-ci? Sauf que personne ne se souvenait jusqu'où j'étais. C'est bon signe, hein, quand les gens ne se rappellent même pas de votre conférence. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la conférence d'origine et j'ai pris les items de la fin, je les ai mis au début. Je les monté à l'envers. Donc, au milieu, peut-être que vous qui étaient là. Combien de personnes l'ont vu l'an dernier pour voir? Oh, c'était pas trop de répétition quand même. D'ailleurs, on me dit, d'ailleurs, j'ai de l'expérience avec ça, qu'il faut entendre quelque chose 3 fois pour vraiment prendre saisisse. Donc, ce ne serait pas la fin du monde de voir une deuxième fois. Mais on commence avec de moins connus. Je commence toutefois avec l'idée que je vais vous présenter. Cette idée-là qu'en horticulture, on a tellement tendance à croire des mythes horticoles, c'est assez terrible. Et les gens gaspillent du temps et d'efforts et de l'argent pour très peu de résultats, voire aucun résultat. Et des fois, ils font des dommages, soit à l'environnement ou à leur plante. Et ce n'est pas parce qu'un produit est biologique que c'est sécuritaire, vous savez, parce qu'il y a tellement de choses qui courent. C'est terrible. Si je vends quelque chose aujourd'hui et vous l'avez déjà fait, ou si vous le faites, ou vous l'avez cru, c'est pas grave. Moi, je suis naïf comme ça se peut pas. Je crois n'importe quoi au début. Mais je finis par chercher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et encore des mythes où peut-être des mythes, je ne sais pas, où je n'arrive pas à trouver la vérité. C'est que je fouille constamment, parce que moi, c'est quoi la réalité derrière des choses de jardinage. Et encore, juste pour confondre tout le monde, des fois, dans un mythe, il va y avoir quelque chose de vrai là-dedans. C'est comme exagéré, ou on a pris cette côté. Donc, c'est bien compliqué de décortiquer ces choses-là. Et une fois que c'est rendu dans le public, il n'y a presque rien à faire. C'est incroyable, les choses que je dis depuis 40 ans. Il faut que je les répète encore, parce qu'on dirait que personne n'a compris. Donc, je recommence constamment. Et on dirait aussi que les gens préfèrent écouter le voisin qui a fait quelque chose, fait une découverte monumentale. Oh, j'ai mis, je parle de poudre à bébé sur mes rosiers, et ça chasse les pucerons. Et ça va se répéter pendant des générations. Ah non, sans farce. Ça arrive tout le temps.
terrible, terrible, terrible. En tout cas, donc, et en plus, une fois qu'on a fait quelque chose ensemble, si quelqu'un dit que c'est pas correct, non, j'ai raison. Hein. Fait qu'on refuse d'abandonner un concept, même si c'est pas correct. Je vais vous présenter quelques idées aujourd'hui, des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on pensait. Quelques mythes porte-parole. Premier, le marc de café. Si vous lisez des sites web, le marc de café, c'est la chose la plus extraordinaire au monde. C'est tout juste, si on peut le prendre, on va faire la planète avec ça. C'est incroyable tout ça peut faire. C'est incroyable. Ça chasse les limaces. Ça 100 km de distance qui vont se tenir. C'est incroyable. Ça repousse les insectes. On parle de ça pour les créateurs de lys. Et c'est un stimulant extraordinaire pour la croissance des plantes. Wow! Ce produit-là qu'on a jeté devient un produit extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de vraie histoire derrière ça? Juste vous montrer. Le marc de café, c'est un résidu biologique qu'on peut utiliser comme n'importe quel autre résidu biologique, mais qui a zéro de comportement extraordinaire. Absolument rien. Tout ce qu'il y avait là-dedans, qui pouvait, par exemple, chasser ou tuer les insectes, vous les avez bu, ces choses. Hein? Il y a plein de toxines dans le café. Vous les avez bu, les toxines. Il n'y a plus rien dans le marc de café. C'est un résidu. C'est fini, là. Mais les gens croient que c'est encore bon. Et ça peut même nuire la croissance des plantes. Regardez cette image ici, là. La tomate qui n'en a pas de marc de café, c'est la tomate qui pousse le mieux. Plus vous en mettez, moins ça pousse bien. Wow! Mais là, c'est pas juste cette histoire-là. Parce que c'est du marc de café frais. Si c'était décomposé, parce que les plantes ne peuvent pas. Vous savez, vous mettez du marc de café au pied d'une plante, vous dites, bon, il y a de l'azote dedans, il y a peu de calcaire là-dedans. Les plantes ne peuvent pas l'utiliser. Tout de suite, il faut que ça se décompose avant que les plantes l'utilisent. Donc, ce n'est pas vraiment juste cette image-là. Mais souvent, vous avez l'idée que ça n'est pas rien de miraculeux, ce produit-là. Mais ce qu'on peut faire avec, c'est le mettre dans le compost, avec les autres déchets de cuisine, de jardin, etc. Et vous le faites décomposer. Les parties qui sont quelquefois digérables vont l'être par les plantes par la suite. Et en plus, quand vous mélangez différents ingrédients dans un compost, ça vous donne un compost de meilleure qualité. Et là, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser sur toutes vos plantes. Mais le compost ne chasserait pas les masses et ne chasserait pas les insectes non plus. Mais au moins, pour améliorer le sol, le marc de café va avoir un effet. C'est juste pas rien de miraculeux. Bon, des coquilles d'œufs. Ça, on a plein de choses qui courent. Le premier, chasser les limaces, c'est une des choses que j'ai dit l'an dernier. Fait que rarement ça. Si vous voulez attirer les limaces qui vont manger vos plantes, mettez des coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs les attirent, pas les chasser. Ça, c'est une vieille croyance. Ils ne veulent pas mourir d'ailleurs. Mais pour le reste, on dit, mais ça enrichit le sol en calcium. C'est très bien ça. Le calcium, c'est bon ça. Ça stimule la croissance des plantes. On dit c'est pour tous les produits. Stimule la croissance des plantes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? On va regarder. La réalité, c'est très riche en calcium, c'est vrai. C'est plein de calcium, c'est quasiment que du calcium. Coquillage. Mais est-ce que vous avez besoin de calcium? Les seuls qui manquent de calcium au Québec, cherchez-les. C'est une mythe. On en a plein. On en a plein dans les terres à l'extérieur, on en a plein dans les terreaux qu'on achète. C'est pas quelque chose qui manque d'habitude, c'est très rare. Donc au départ, ok, c'est riche en calcium, parfait, mais ça me donne quoi puisque j'en ai déjà. Donc c'est la première chose, première note. La question ici, c'est dans combien de temps vous allez avoir l'effet de la libération de ce calcium-là? Parce que les coquilles d'œufs sont presque inertes. Ça ne réagit à rien. Ça se décompose très, très lentement. On ne parle pas dans un an. On parle de 10 ans, 20 ans. Et je n'exagère pas quand je vous dis, si vous faites des fouilles archéologiques, vous allez trouver encore des coquilles d'œufs pas tout à fait décomposées de 200 et 300 ans. Donc, si vous mettez des coquilles d'œufs pour enrichir le sol, peut-être que plusieurs générations plus tard, quelqu'un va en profiter. Mais c'est pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Donc, ça, c'est pas fort à ce niveau-là. Mais une solution possible, parce que c'est quand même un produit qui peut se recycler, qui peut s'utiliser. Et comme c'est pas toxique à rien, c'est un ingrédient comme un autre, c'est inerte. Donc, c'est essentiellement inerte.
Donc, pourquoi pas le mettre dans le compost, tout simplement? Si vous le réduisez en poudre, pour pas que ce soit trop visible, mettez dans le compost, ça va aller au jardin. Il n'y aurait pas de réaction, mais au moins vous aurez recyclé un produit. Donc, c'est pas plus fort que ça, les coquilles d'œufs. Juste pour vous donner un exemple. Ou encore, dans les oiseaux. Les oiseaux ont besoin de beaucoup de calcium pour faire des œufs de qualité. Évidemment, si vous faites de l'élevage de poules, vous le savez déjà. Vous leur donnez du calcium sous différentes formes. Vous pouvez leur donner des œufs de poule et ça va très bien faire. Pour les oiseaux d'extérieur, laissez-les traîner sur le sol dans un endroit visible parce qu'il ne fouille pas trop loin dans le sol. Et ils vont en manger dans la saison où ils produisent des œufs et c'est bon pour les oiseaux. Donc ça, c'est utile. Mais ça ne change pas grand-chose de votre sol. Ça, c'est assez vrai. Ici, c'est le plus facile, dans un sens. La croyance que les engrais nourrissent les plantes. Il y a toute une industrie qui veut vraiment qu'on croisse. C'est très important parce qu'ils font beaucoup d'argent avec. Donc, il est là que l'engrais nourrit les plantes, c'est faux dès le départ. Vous allez voir. Oh, trop loin. Les plantes reçoivent toute leur énergie du soleil. Leur nourriture, c'est la lumière. Ce n'est pas des minéraux. Les minéraux, on va en parler dans un instant, mais c'est vraiment la source. Quand on parle de nourrir, si on utilise bien le terme, le seul produit qui nourrit, c'est la lumière. Donc, c'est absolument pas les engrais qui vont nourrir une plante. C'est vraiment pas ça. Si vous faut mettre une plante dans un coin noir et donner tout l'engrais du monde, ça ne poussera pas. Ça prend du soleil, c'est la première chose qui est pas correcte là-dedans. Et donc, les engrais, bon, regardez ça comme des suppléments de croissance. Les plantes ont besoin en très petite quantité, vraiment minime, très très peu. C'est pas ça que les vendeurs d'engrais vont vous dire. Hein? Mettez-en 2-3 fois par été, mettez-en plein. Ils en vendent des utilisations de façon pour vous utiliser le plus possible. Mais les plantes n'utiliseront presque pas ces minéraux-là, à peine. Si votre sol est naturellement riche, un compost aurait suffi amplement. Et beaucoup de ces minéraux-là finissent où? Dans les lacs, les rivières, pas dans les cours d'eau. Pas drôle. Et l'engrais peut être dangereux si on en met trop, et on en met trop très souvent. Donc faites attention avec ça. Ça, c'est une facile. Bon, continuez avec les engrais, un peu plus loin. Vous avez tous entendu, je suis certain, que le NPK, célèbre NPK, que l'engrais qui est riche en azote, N, ça stimule la croissance verte de la plante. Un engrais riche en phosphore, P, ça stimule l'enracinement et la floraison. Les deux, c'est ce qu'on nous dit. Et l'enracinement, le potassium, là, on a un problème. On n'a jamais été capable de trouver qu'est-ce que le potassium faisait de spécial. Fait qu'on a dit, oh, c'est bon pour la résistance. Tant qu'à inventer quelque chose, ça paraît bien, hein? Et toutes ces études-là ont été faites dans les années 40. À l'époque, c'était la fine pointe de connaissance de l'horticulture, ça. Et les années 40, c'est loin. On a découvert plein de choses depuis. Et on sait maintenant que c'est pas vrai. Et pourtant, ça se dit, ça se répète, et tout le monde le dit. Et des engrais au complet. Toute l'industrie des engrais est basée sur ces trois chiffres-là qu'on voit sur le côté des engrais. Azote, phosphore. Azote, c'est la croissance, floraison, c'est le phosphore, et la racine. Et le potassium, on va dire la résistance. Donc, on a une industrie complète bâtie sur une information qui n'est pas correcte. C'est quoi la vérité là-dedans? Regarde mon exemple ici, par exemple. Un engrais avec 15-30-15. C'est beaucoup, ça. 15% d'azote, 30% de phosphore, 15% de potassium. Il faut diluer ça pas mal. Il n'y a aucune plante au monde qui est capable d'utiliser ça. Hein? Beaucoup trop riche. Donc, quand on vous donne des recommandations pour l'utilisation des engrais, on vous dit le maximum que vous pouvez mettre sans tuer la plante. Vous pouvez facilement le tuer de 4 fois facilement. C'est toujours poussé à l'extrême pour utiliser au maximum. Donc, la réalité derrière tout ça, qu'on sait aujourd'hui, c'est que les plantes ont besoin de tous les éléments pour tout ce qu'elles font. Tout est mélangé, il n'y a pas de choses séparées. L'azote, oui, ça pour la croissance, phosphore, potassium aussi, mais calcium, sodium, molybdène, magnésium, et la liste continue.
vous en avez plein d'éléments qui sont nécessaires pour la croissance. Et quand vous arrivez vers le floraison, vous avez besoin de tous ces éléments-là pour la croissance, pour la floraison aussi, et pour l'enracinement, et pour la résistance. Donc, c'est pas vrai, il y a un peu de vérité là-dedans. L'azote, surtout, c'est vrai que ça stimule une croissance plus rapide, et ceux qui connaissent l'azote, oui, plus rapide, mais ça attire les insectes qui mangent la plante par dessus. Fait que, à quoi ça sert? Tous ces engrais avec des mille et une formulations, là, encore, vous allez voir, on va continuer. Donc, tout engrais peut aller sur n'importe quelle plante. Vous n'avez pas besoin d'acheter 150 sortes. Quand le marchand vous dit, oh, vous avez acheté une village africaine, si vous prendrez l'engrais pour village africaine, je pense que vous dire, merci beaucoup, j'en ai déjà. Parce que peu importe l'engrais où vous avez des maisons, ça va faire. On peut mettre un engrais pour gazon sur les villages africaines, et ça va pousser. Prenez l'engrais pour gazon, mettez ça sur vos orchidées, ça va pousser. C'est pas d'importance, ces détails-là. C'est vraiment pas d'importance. Et moi, je conclue le suivant. Les plantes ne savent pas lire les étiquettes. Pourquoi se casser la tête? Et moi, j'ai même un conseil à vous faire. Vous voulez acheter un engrais, vous dirigez vers le bon engrais qu'il faut donner pour vos plantes. C'est votre engrais qui dit quel est tout usage. Enfin, un engrais qui ne manque pas, qui dit la vérité, c'est bon à tout. Et les marchands de poche disent ça. Ben, je fais très attention à ce que je présente comme image. Parce que j'ai été menacé de poursuite déjà, vous savez. Parce que j'ai dit ça. Mon avocat m'a dit que finalement, je n'avais pas de problème parce que j'avais raison. Et qui veut te faire traîner en cours? Mais vraiment pas drôle. Mais c'est ça. Les gens font ça. Pensez à ça. Vous avez un engrais, utilisez-le. Pas de problème. C'est pas beaucoup d'importance. Croyance, on va prendre un autre engrais. On va aller plus loin dans l'engrais. Et il est important d'appliquer un engrais transplanteur quand on repique une plante ou fait une bouture. Ça, on envoie des engrais transplanteurs. Je n'osais même pas mettre une image sur l'écran, c'est là où j'ai des problèmes. Fait que j'en ai inventé un. C'est marqué, vous allez voir, il y en a plein sur le marché, marqué 10, 52, 10. 52, c'est 52% de phosphore. C'est wow! Incroyable! Wow! En tout cas, et ça se vend partout, et les gens veulent avoir leur engrais transplanteur. Ils achètent une plante, où est mon engrais pour la transplantation? J'en veux un. Il y a des marchands, je ne prends pas le choix, mais les clients veulent l'avoir. Pour les clôtures, vous n'en avez pas besoin, ça serait la ligne, je ne sais pas encore. C'est pas là d'avoir passé par la tête, les marchands. Bon. Et c'est vrai, parce qu'il y a toujours un brin de vérité dans presque tous les. C'est vrai qu'il faut une présence de phosphore pour que les plantes fassent des racines. Mais, bon, c'est peut-être 0,5, 0,7, c'est pas 52. Il faut juste qu'il y ait un peu de phosphore libre dans le sol et la plante va faire des racines. Et on n'a vraiment pas besoin de ça. D'ailleurs, vous allez beau chercher une étude avec les produits avec ça, 50% de phosphore, qui montre que ça donne plus de résultats que nous. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais étudié. Même les marchands savent très bien que c'est impossible. Donc, vraiment là, un produit totalement bidon. Hein? Totalement bidon. Ça ne sert à rien, ça, en vrai, là. Donc, quand vous avez à planter, d'ailleurs, je pense que vous avez un élément aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas aussi vite que moi. Et l'ordinateur est moins vite que moi. Voilà. Les mycorhizes, les champignons bénéfiques qui vivent dans le sol. Pour la plupart des plantes, c'est intéressant, ça stimule une meilleure croissance. C'est comme des extensions de racines. Elles vivent en symbiose avec les racines, vont aller chercher l'eau, vont aller chercher les minéraux, vont aider la plante à mieux pousser. Mais la plante, quand la plante est exposée à un sol très riche en azote, en phosphore, le phosphore là est très abondant, il ne se fait pas de symbiose. La plante dit, je n'ai pas besoin de symbiose, j'ai le phosphore en masse. Fait qu'il n'en produit pas. Et plus tard, quand le phosphore manque, il y a un problème. Donc, si vous mettez trop de phosphore, vous n'aurez pas de micronisation qui va se faire. Et les plantes vont moins bien pousser. Donc, il ne faut pas mettre trop. L'idéal, c'est de mettre en engrais. Si
Si votre sol ne contient pas de phosphore, vous doutez que ça ne contient pas de phosphore, mettez un greffe, si vous voulez, quand vous faites une bouture ou une transplantation. Mais jamais plus que 14% de phosphore. Et probablement beaucoup moins. Vous avez juste besoin d'un tout petit peu, et c'est pas fait. Donc, et mettez une mycorhize si vous en avez besoin. Je n'irai pas dans le détail sur les mycorhizes. C'est un produit relativement nouveau, mais vous n'en avez pas toujours besoin. Vous en avez besoin quand ça manque dans le sol. Fait que si vous pensez que ça peut manquer, si vous faites des semis dans un terreau stérilisé, il va manquer des mycorhizes. Là, je suis d'accord. En plein terre, probablement que ça ne manque pas. Ils sont probablement déjà là. En tout cas, ça on peut rajouter aussi pour avoir les racines qui se font bien. Un que j'entends, si la plante araignée ne produit pas de bébé, c'est parce que c'est une plante mâle. Et sinon, ça peut paraître logique. Pensez, je ne veux pas de bébé, c'est droit de mort. Ça n'a rien à voir, bien sûr, vous allez voir, ça c'est évident. C'est que comme la plupart des plantes, la vaste majorité des plantes sont bisexuées. Hein. Vous avez les deux sexes, la fleur produit et les stigmates et aussi les œufs aussi. Donc vraiment, les deux sont là. Des plantes mâles et femelles, il y en a quelques familles, pas trop. Mais ce n'est pas le cas pour la plante araignée, c'est une plante bisexuée comme les autres. Donc ce n'est pas le sexe qui fait la différence. Mais le soleil, oui, parce que c'est le soleil qui fait la différence. Une plante qui manque de lumière ne fleurira pas. Et vous avez compris, si vous avez déjà cultivé la plante, qu'il y a des petites fleurs blanches qui apparaissent sur ces stolons-là. En fait, c'est une bizarre de plante. La plupart des plantes font des tiges de racines avec des fleurs au bout. Lui, il fait des tiges qui courbent avec des fleurs à travers. Si la plante manque de lumière, il n'y aurait pas de fleurs. Il n'y aurait pas de bébé non plus parce que ça pousse sur la tige qui est courbée. Donc, c'est tout simplement ça. Mettez plus de lumière et vous n'aurez pas de problème. Vous aurez plein de bébés, vous aurez des bébés à donner à tout le monde. Et ils viendront ici l'année prochaine avec une table pour donner tous vos bébés araignées aux gens. Parce que c'est juste la lumière qui fait la différence. Ben, arrosez votre plante en sorte aussi. Il y a quand même ça à faire, mais c'est la vraie cause. Les mousses. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont contre les mousses. On va pas les contre. Moi, j'entends des gens tout le temps. J'ai de la mousse dans mon gazon. C'est toujours le gazon. J'ai de la mousse dans mon gazon. Qu'est-ce que je fais pour ça? Et alors, si vous demandez dans un centre jardin, ils vont vous dire de mettre de chaud. Hein? Mettez de chaud. La mousse ne tolère pas les sols alcalins. C'est ce qu'ils vont vous dire. Et un sol acide, ben, la plupart de nos sols sont acides. Donc, mettez de chaud, ça va corriger ça, et les mousses vont disparaître. Bon, on va voir. Les mousses ne sont pas dépendantes du pH du sol. Ça pousse aussi bien dans un sol alcalin qu'un sol acide. Donc, vous allez le payer cher pour un traitement qui va peut-être mieux à la croissance de votre gazon, mais il ne dérangerait pas la mousse. Donc, vous en avez tant qu'à l'an et peut-être plus. C'est vraiment terrible. Les gens dépensent une fortune pour se débarrasser de ça. Acheter de la chaux pour contrôler la mousse, ça donne zéro, le résultat zéro, là. Absolument rien. Perte de temps, perte d'argent, c'est pas le peine. Qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être? Ben, on pourrait augmenter le drainage. Les mousses ont tendance à préférer les sols qui sont compacts et humides. Ça pourrait aider à réduire les mousses. Les mousses tendent à pousser là où le gazon pousse mal, et le gazon pousse mal à rompre. Donc, coupez les arbres de votre voisin, qui fait l'ombre, et voilà, par miracle, votre gazon va pousser mieux. Wow, extraordinaire. Un sol plus aéré. Vous allez voir marcher sur un sol de mousse, et c'est friable. Et ça bouge sur les pieds quand vous marchez. Non, c'est comme la pierre, c'est dur. Aérer le sol d'une façon quelconque. Et ça aussi, il faut aller à réduire les mousses. Ou laisser la mousse pousser. Où est le problème là-dedans? C'est vert et c'est vert l'année longue. C'est moins d'entretien que le gazon. Vous n'avez absolument rien à faire. Par contre, c'est sûr que si vous avez des adolescents qui courent, c'est pas bon sans la mousse. Ça revoit à gauche et à droite quand on court dessus. Mais, pour pas paniquer, c'est pas la fin du monde la mousse. Moi, je suis sûr. J'aimerais bien avoir pas de mousse personnellement. Croyance, certaines plantes peuvent repousser les moustiques. Et je pourrais mettre repousser n'importe quoi. C'est toujours plein de mythes sur les plantes qui repoussent.
plante qui repousse, ça existe essentiellement pas, hein? C'est pas, on va regarder. Ça, on dirait tous les quelques années, voyez pas tout le temps. Alors, ça à nouveau. Tiens, voilà un nouveau produit sur le marché, vous mettez ça autour de votre jardin ou votre terrasse, peu importe, et les moustiques vont se tenir au loin. On a déjà sorti des pélargoniums à odeur citron, le thym au citron, citronnelle, eucalyptus de senteur de citron, et le plus récent que vous allez trouver sur le marché en masse cette année-ci, c'est l'arbre pélargonium Mosquito Way. Wow! Et vous voyez ça dans son offre au jardin, c'est sur l'étiquette. Sinon, qu'est-ce que c'est l'étiquette? C'est toi vrai, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Regardez voir. Oui, il y a peu de vérité là-dedans. Il y a dans les produits qui sentent le citron. Le citron, d'ailleurs, l'odeur de citron est un répulsif naturel. C'est incroyable que les êtres humains l'aiment, parce que presque tous les animaux, à part de l'être humain, détestent. Mais, si vous frottez la plante sur votre peau, il ne s'agit pas de la planter autour de vous, il faut le frotter sur votre peau. L'effet dure à peu près 5 minutes. Extraordinaire. 5 minutes sans moustique, c'est extraordinaire. Wow! Et malheureusement, beaucoup de personnes ont des réactions allergiques quand on frotte ça sur le peau. Donc, wow. En tout cas, commencez avec un petit point pour voir. Mais même à ça, c'est vraiment pas pratique. Moi, je suggère, vous avez un problème de moustique, il existe des produits sur le marché, à vous de choisir, c'est même pas mon domaine, ça. C'est pas les plantes. Mais il y a des produits qui existent pour chasser les moustiques qui fonctionnent. Mais ce n'est pas des plantes, pas directement. Ça ne marche pas. Ça, c'est un papier, pas je trouve. Et vous le voyez partout, vous allez entendre ça dans certains centres jardins. C'est le rôle des centres jardins qui disent quelque chose qu'ils ne font pas eux-mêmes. Moi, je pense que c'est suspect. Moi, je trouve ça drôle. OK. Ajoutez une couche de bébé, je le tape au fond des paniers suspendus pour réduire les besoins d'arrosage. Ah, mais c'est génial, hein? Oh, wow, ben, quelle bonne idée. Mais à part le coût, par exemple, ça finit pas coûter cher. Je ne suis pas contre personne ici en déjà des bébés, vous savez que ça coûte cher des couches. En tout cas, ça a l'air logique, hein? Et les cristaux polymères qui absorbent l'eau, c'est incroyable. Et l'idée est que c'est supposé les libérer aux plantes plus tard. Wow, vous pouvez gagner une semaine de temps de les arrosages. Un problème. C'est fait pour absorber l'eau, pas pour le libérer. Ça ne libère pas l'eau, c'est le garde. Donc, vous allez remplir la couche d'eau, il ne bougera plus, et cette eau-là ne va pas vos plantes. Et en plus, la couche, regardez où c'est placé, il n'y a plus de drainage dans le pot. Donc, vous avez créé un problème, vous n'avez rien résolu. Ça a l'air logique. Des gens qui vont même les faire, mettre des cristaux partout, mais ils ne libèrent pas l'eau, ils le gardent. Ça donne quoi de mettre ça, sauf ça prend de l'espace qui aurait pu servir la croissance des plantes. Dans ce genre de situation qu'on voit. La possible solution, c'est réduire l'arrosage en grandissant le pot. Là, j'exagère. Peut-être que le pot n'a pas besoin d'être si gros que ça. Mais, vous comprenez ce qui jardine, le moins vraiment en contenant à l'extérieur, vous comprenez quelque chose. Plus le contenant est gros, moins vous arrosez. C'est un réservoir naturel, le terreau. Donc, des petits pots sèchent vite. Les paniers sèchent très vite parce qu'ils sont exposés là tout autour. Et plus c'est gros, moins vous arrosez. Ça, c'est une bonne façon de combattre ça. Vous agrandissez le pot, vous n'aurez pas besoin d'arroser autant. Maintenant, la croyance qu'il ne faut pas repiquer vos semis trop tôt, parce qu'il y a plus de risque de gel à la pleine lune de juin. Vous avez entendu ça? 9 juin, c'est ici d'ailleurs. Notez ça dans votre calendrier. Bon. Ça, là, par exemple, vous en avez un où c'est, je vous le présente, tellement c'est intéressant. Je dis rarement grand-chose quand les gens me disent ça. Parce que ça a l'avantage au moins, je peux pas faire prochaine. Ok, c'est très facile de prouver que ce n'est pas vrai. Installez-vous devant l'ordinateur, regardez les dates du dernier gel dans la région, restez dans la même région, il ne faut pas aller de Miami à Chibougamau en faisant vos vérifications. Vous pouvez voir, il n'y a aucun lien entre la Lune et le gel. Non, aucun lien, bien sûr, c'est même pas proche. Mais je trouve que ce n'est pas si pire à dire parce que
Si les gens croient qu'ils vont vendre le gel le 9 juin, ils ne planteront pas le plan dehors, la fête des Patriotes, c'est ce que tout le monde fait, qui est beaucoup trop tôt pour la région. Fait que j'aime autant que les gens pensent que faut pas que je plante avant le 9 juin. Au moins, il y a moins de risques de tableau de plante. Je ne sais pas qu'est-ce que vous calculez quand vous faites vos semis à l'intérieur, comme date de dernier gel. Moi, je prends pour la Ville de Québec le 10 juin. Ça, c'est la date en tête. Quand je fais mes calculs, quand je dis, OK, le CHM a dit 5 6 à 8 semaines avant le dernier gel, moi, j'ai 10 jours en tête. Et je recule. Et comme ça, supposons qu'il y a un Super Bowl le 1er juin, le 2 juin, pas de risque de gel, de météo pendant 2 semaines, je vais peut-être planter plus tôt que prévu. Mais vraiment, je vois, c'est à peu près la date de dernier gel de cette année-ci, après cette méthode-là. Mais à vous de faire vos calculs. Moi, je calcule la fête des Patriotes, là, qui n'arrête pas de bouger, plus tôt, plus tard. Pour la région, c'est pas fort. Ça marcherait très bien dans l'État de Massachusetts, par exemple. Mais on n'a pas la zone 6, ça marcherait très bien. Tant de parler de lune, allons voir la croyance qu'on peut jeter ça dans les phases de la lune. Et que, ben, il faut bien ça. Si vous regardez ça, là, il y a une liste ça de long de choses qu'il faut faire selon chaque phase de la lune. On peut semer et bouturer quand la lune est montante, récolter quand la lune est descendante, et la liste continue. Autrement dit, vous n'avez plus de vie. Vous avez un calendrier qui vous dit tout faire, et c'est à la journée. Hein, c'est demain, vous faites vos semis, pas dans 3 jours. C'est demain. C'est intéressant. Quelqu'un viennent se faire diriger, on est dirigé, il n'y a pas de problème. Bon, la première chose à savoir là-dessus, et c'est intéressant, faites une recherche sur Internet. Essayez de trouver un calendrier lunaire pour l'année 2017. Vous n'en trouverez pas. Vous allez trouver 2016, 2015, 2014, mais l'année en cours, les seules personnes qui semblent savoir, les auteurs de livres, il faut acheter le livre pour le savoir. Donc, automatiquement, vous dépensez de l'argent pour ça. C'est quand même curieux, vous ne trouvez pas? Mais, et tout ça, évidemment, il n'y a rien de vrai. Et ça, c'est super facile à faire. Je ne sais pas combien de personnes qui travaillent dans la recherche, il s'agit de établir un laboratoire quelque part avec un contrôle sur la température, l'humidité, l'intensité de lumière, fait des semis à tous les jours pendant 2 mois. Et regardez les vitesses à laquelle les plantes germent, par exemple. Vous verrez que la Lune n'a aucune influence, ça ne donne rien. Il y a plein d'études sur Internet là-dessus. C'est facile à voir. Donc, vraiment, pas fort comme croyance, mais bien des gens le croient. Et moi, je suggère d'essayer de joindre d'après votre horaire plutôt que celui de la Lune. Quand vous avez le temps de faire des boutures, faites des boutures. Quand vous avez le temps de récolter, vous récoltez. Moi, je mets toujours ça drôle. Il ne faut pas récolter à telle date, mais le fruit est prêt, là. Faut que les oiseaux sont en train de manger. Il faut que j'attende 3 jours. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une personne qui m'a dit une fois qui croit à ça. C'est des gens qui croient ça. Qui m'a dit un jour, quand j'ai expliqué que je ne croyais pas, elle dit, mais oui, t'es quel signe, toi? Ah, ben là, moi, je suis cancer. Ah! Il paraît que nous, les cancers, on est gérés par la Lune. Donc, nécessairement, je fais toute une horticulture exactement au bon moment. Pour faire, juste parce que je donne la bonne date. Wow! Mais en tout cas, c'est des choses qui croient, des gens le croient. Riez pas trop, là, les gens croient sérieusement à ça. Ça, j'entends ça tout le temps. Des fois, ils mangent des boutons de pivoine, ils lèchent des boutons de pivoine. Parce que quand vous regardez les boutons de pivoine, il y a des fourmis là-dedans. Hein? C'est comme, oui, évidemment, il y en a. Et c'est pas vrai, bien sûr, mais les fourmis dégagent le nectar sur les boutons pour attirer les fourmis, pour se protéger contre les ennemis. Donc, c'est bon pour la fourmi, pour le pivoine, d'avoir des fourmis. Les fourmis ne mangent pas les pivoines, les protègent à la place. Donc, c'est une bonne chose, hein? Donc, solution recommandée, laisser les fourmis tranquilles. Et si vous dites, bon, oui, mais je veux rentrer les boutons dans la maison, des pivoines dans la maison, sans fourmis, je veux pas des fourmis dans la maison, ben, rentrez vos flammes le soir. Les fourmis ne sont jamais là la nuit, ils sont là le jour. C'est pas compliqué. Sortez une lampe de poche, allez cueillir vos flammes. C'est pas compliqué, ça. Et tant qu'on parle de fourmis, ça, je l'entends souvent. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé.
les gens disent toujours, les fourmis mangent mes plantes. Et je dis, comme ça, vous avez des trous dans le feuillage, où le bout des feuilles est manquant. Et, que non, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce que je ne vois pas de dégâts. Mais des fourmis sur la plante, mais je ne vois rien qui est disparu. Manger une plante, il y aurait moins de plantes après, non? Mais non, le fait de voir une fourmi sur une plante, c'est d'offusquer les gens, c'est quelque chose d'épouvantable. Les gens veulent voir de ces fourmis-là, je veux qu'ils meurent. C'est à peu près l'attitude que les gens ont. Et les gens ont peur des fourmis sur les plantes. La réalité est qu'au Québec, du moins, je ne parle pas dans d'autres pays. Dans les pays chauds, il y a des fourmis plus de feuilles qui mangent, qui récoltent les feuilles, qui vont descendre dans le lit, qui vont faire des champignons, qui vont manger. Mais au Québec, il n'y a aucune fourmi qui fait ça. Les fourmis mangent sur le plan toute la journée, montent sur les flammes, descendent au sol, avoir un gauche et à droite, peuvent faire mille et une choses, mais ils ne mangent pas de plantes. En tout cas, courez-vous, c'est pas vrai. Paniquez pas quand vous voyez des fourmis, c'est normal. Vous savez, quand vous jardinez à l'extérieur, c'est un milieu naturel. Il va y avoir des fourmis, il va y avoir des centipèdes, il va y avoir plein de petites choses, et c'est pas le fait du monde. C'est la vie, acceptez ça. Les fourmis, c'est correct, il n'y a rien là, pas de problème. Croyance. Ajoutez des clous rouillés au sol pour rendre les épines plus bleues. Et là, vous entendez ça souvent, riez pas, là. Les gens le croient. Les gens le croient vraiment. Et en fait, on peut dire que c'est leur logique, parce que peut-être que le plante manque de fer. Il y a des clous, on sait que c'est plein de fer. Et quand ça rouille, ça fait de l'oxyde de fer qui est essentiellement insoluble. Donc, ça ne profite pas du tout de la présence de fer dans le sol. Ça va pas la plante. Et il ne donne rien à la croissance. En plus, là, vous avez créé un milieu où le jardinier devient dangereux parce qu'il y a un risque de tétanos à chaque fois que vous allez travailler dans le sol. Bon. La solution, c'est facile. Allez en pépinière. Achetez l'épinette le plus bleu qui est en pépinière, l'entez-en. Et ça va rester bleu. Vous ne faites pas vendre une épinette plus bleue qu'elle est naturellement. Il n'y a rien à faire. C'est sa couleur. Comme pas de teinture que je connaisse pour les arbres. Ça va peut-être, qui sait. Voyons, il ne faut pas arroser quand le soleil pompe, quand les gouttes d'eau créent l'effet de l'eau qui brûle le feuillage. Ah, impressionnant, hein? Je m'imagine un garçon qui prend en feu. Il vient de l'arroser. Oh non! Sauvons! Bon, vous comprenez, l'eau peut pas une feuille. C'est pas possible. Et faites de l'eau. Vous avez déjà joué avec une loupe enfant, il faut l'ajuster à la bonne place pour que ça fonctionne. Absolument pas. Mais c'est quand même pas mauvais de croire ça, parce que arroser quand il fait plein soleil, c'est pas le bon moment pour le faire. Le meilleur moment pour arroser, pendant que vous arrosez au plein soleil, l'eau s'évapore, ne profite pas vraiment. C'est pas le meilleur moment. Je dis pas si vous êtes mal pris de ne pas arroser quand il fait soleil. Vous êtes là pendant 2 heures, cette journée-là, il fait beau soleil, arrosé, il fait quand on a besoin. Mais ce n'est pas le meilleur moment. Le meilleur moment pour arroser, peu importe ce que votre ville vous dit, c'est tôt le matin. Le matin, pourquoi le soleil? Le plus frais qu'il va être de la journée, l'eau que vous allez mettre va plus rentrer dans le sol et moins va s'évaporer. Toujours le meilleur moment. Donc, si c'était légal chez vous, faites-le en catimini. C'est là où c'est le plus efficace. Le moins risque aussi de causer des maladies aussi. OK, un autre, on va faire rapidement. Les blessures sur les arbres, il faut couper, quand vous coupez une branche, il faut appliquer un mastic ou une peinture sur la blessure. Mon père faisait ça, prenait n'importe quelle peinture. On avait des arbres en orange, bleu, rouge, couleur. Il croyait vraiment. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que quand vous couvrez une blessure avec un enduit, ça permet à l'humidité derrière de rester et cette tendance à donner des maladies plus tard. C'est pire que de n'avoir rien fait. Donc, augmente les risques de pourriture et ça, vous n'en voulez pas. La meilleure solution dans un cas semblable, c'est de couper au bon endroit pour que la blessure se recouvre le plus rapidement possible. Et là, vous avez moins de risques de maladie. Et là, ça va marcher. Donc, quand la branche est cassée ou brisée ou vous l'avez à couper, vous coupez près du bord, là où ça manque, OK. Regardez le plus qu'on a de bourrelet, qu'est-ce que c'est? Cette bourrelet là, c'est là où la nouvelle croissance va se faire.
Si vous coupez juste là, et pas dans le tronc, juste là, ça va fermer rapidement et il y a moins de risque. Il y a toujours un risque quand vous coupez une branche, mais il y en a moins de risque en ce cas-là. Les aiguilles de pain qui acidifient le sol, ça on entend ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, les aiguilles vertes sont acides, les aiguilles rondes et brunes ne sont pas acides, sont même un peu alcalines. Donc cette croissance-là est totalement fausse, et pourtant ça se dit à gauche et à droite. Et les gens disent, bon oui, mais c'est pas ça parce que, regardez, il n'y a pas grand-chose qui pousse au pied de mon pain. Est-ce que vous avez déjà creusé une trou au pied d'un pain? Des racines en surface partout. C'est pour ça que ça ne pousse pas bien. Il y a des racines qui volent l'humidité, qui volent le minéraux. Donc c'est un milieu assez stérile. Mais ça n'a rien à voir avec les aiguilles. On pourrait mettre une couche de bonne terre et jardiner au pied d'un pain sans le moindre problème. Les aiguilles, c'est pas ça qui est important. Et juste pour finir, je voulais vous montrer où aller chercher les informations correctes. Quand vous avez un doute, où chercher ça? Les sites des institutions, universités, jardins botaniques, etc., c'est habituellement fiable. Peut-être pas à 100% à jour, mais assez proche. Ça, c'est bien. Des sites qui donnent des références qui permettent de vérifier. Mon site à moi ne fait pas ça. Mais je ne suis pas un site scientifique non plus. Mais là, au moins, vous pouvez vérifier, voir ce qui est vraiment été fait comme étude. Ça, c'est excellent. Se méfier des sites qui ont des produits à vendre. Quand bien même que vous soyez un jardinier biologique, si vous cherchez votre information sur le jardinage biologique sur un site web qui vend des produits biologiques, ils peuvent vous induire en erreur. Ils peuvent vous exagérer un peu. Même chose avec les sites qui sont en biais spécifique. Il y a un site qui est intermédiaire, qui est par exemple, ni biologique, ni chimique, pour voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment à dire. Là, vous allez voir des choses plus intéressantes. L'information doit être relativement récente. Tu sais, les études des années 40, on en a fait plein depuis. Des sites où plusieurs personnes donnent leur avis. Ça, je vois ça sur Facebook. Le pire place pour chercher des informations, c'est Facebook. C'est épouvantable. Parce que quelqu'un pose une question. Je vous jure, dans les 5 premières réponses, il y a toujours une bonne réponse vraiment correcte de travers. Et là, tout le monde se met à dire n'importe quoi. Des pages et des pages et des pages de choses qui n'ont pas d'allure. Et la vraie réponse est inondée, on le perd de vue. C'est pas la place, malheureusement. Il faut que l'information soit adaptée au Québec aussi. La femme qui m'a écrit l'autre jour, je viens de ça fait 2 semaines, je viens de semer mes tomates. Et j'ai dit, vous avez semé beaucoup trop tôt, mais le site web me dit de semer maintenant. C'est quoi le site web? Le site web, c'est le sud de la France. OK, d'accord. Le sud de la France, c'est autre chose. Donc, en tout cas, trouvez quelque chose. Trouvez des places qui donnent la vérité et vous allez jardiner beaucoup mieux avec moins de points de croyance. Ma place à moi, c'est en anglais malheureusement. Quand je cherche des informations, je me fie à Linda Trucker Scott, qui est une chercheuse de l'Ouest américain qui fait des pages sur tout ce qu'il y a de méthodicole et elle va tout donner. Le pour, le contre, des études, tout est là. Extraordinaire cette place-là. Souvent, quand je cite quelque chose, c'est d'elle. Parce qu'elle a fait le travail pour ma place. Je n'ai pas besoin de travailler. Excellent. Donc, www.theinformedgardener, ça s'appelle. Elle ne répond pas à 100% de toutes mes questions, mais quasiment. Extraordinaire cette place-là. Pas des bons renseignements. Mais vous allez lire pendant 5 pages, 7 pages, 10 pages. Parce qu'elle donne tous les temps. Vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Extraordinaire cette place-là. Et en finissant, je vous dis de visiter mon site web, où je ne cite pas souvent les sources d'information. Mais j'essaie au moins d'être honnête avec les gens. Et le site web qui a l'an dernier eu 1,5 million de visiteurs. Donc, vous avez une idée, là, c'est incroyablement fort. Un blog est tous les matins. Hein? Je suis rendu aujourd'hui, 1000e anniversaire. J'ai 1000 blogs postés depuis ce matin. J'ai tant de questions, oui, je n'ai pas exagéré. Question? Oui. Le site, est-ce qu'il est en anglais ou en français? Trucker Scott, c'est en anglais. Malheureusement, ça, je n'ai pas rien pour ça. Oui. Le site qui peut être accumulé, beaucoup de fleurs, sans béton. Oui. Est-ce que ça peut améliorer le
Oui. Là, c'est l'effet s'accumuler sur les plantes dans les bandes intérieures. L'effet monte s'accumuler sur le sol d'un coup. Ça peut améliorer l'humidité, etc. Oui, c'est un paillis naturel qui est là. Les feuilles vont se décomposer lentement, plus lentement qu'à l'extérieur, parce qu'on n'a pas tous les mêmes microbes à l'intérieur, mais qui vont garder une meilleure humidité et qui vont faire en sorte que la plante aura besoin de moins de composage. Là où je dirais que ce n'est pas une bonne idée, pour les quelques plantes qui peuvent faire que ça sèche rapidement. Et dans ce cas-là, ce sera des noms d'exemples, des plants grands, des cactus, qui ne veulent pas rester plus longtemps. Ça sera une cause, j'enlèverai les feuilles. Mais non, on peut faire ça. Ça fait un beau petit paillis gratuit. Oui. Pour des plants en forêt, des plants bleuets, donc j'enlève les aiguilles de pain séché, je mets des aiguilles de pain fraîches. OK. Si vous enlevez les aiguilles de vin séché et les aiguilles de pain fraîches, mais ça ne change rien pour le pH. Oh non, pas du tout, là. Non, cette idée-là qu'on peut mettre des aiguilles de pain pour acidifier le sol, ça vaut zéro, ça. C'est vraiment inutile. Vous voulez augmenter l'humidité, l'acidité, il faut trouver quelque chose qui est acide. Normalement, la chose la plus évidente à utiliser, c'est le tour de pigments, qui est acide. Et moi, je ne mettrai pas de sulfate d'aluminium non plus, parce que même si les manchons de vente de gauche et à droite, c'est toxique éventuellement aux plantes. Et après 2-3 années, on va avoir des problèmes. Non, des aiguilles de pain peuvent servir de paillis, mais ils changent. D'ailleurs, vous savez, les paillis ne changent pas le pH du sol. Hein? Il n'y a presque rien qui va changer le pH du sol. C'est très difficile de changer le pH du sol. Et surtout quand vous le changez, ça a tendance à revenir à sa forme d'origine. Ça, c'est une bataille, ça. Oui. Les feuilles mortes qu'on ramasse à l'automne, est-ce qu'on peut les appliquer sur nos vivaces sans les déchiqueter? Okay. Est-ce que vous pouvez appliquer à ramasser les feuilles à l'automne et mettre sur les vivaces sans les déchiqueter? Oui. Si vous n'avez pas peur que ça bloque la circulation d'air. Des feuilles petites, de petite taille, aucun problème. Des fois, des grosses feuilles, comme des érables ou des chênes, ça s'imbrique les unes dans les autres et vous voyez, ça fait comme une barrière. Ça pourrait nuire à certaines plantes. C'est ça que personnellement, je déchiquette mes feuilles pour éviter ça. Mais si c'est des feuilles de pommier ou de bouleau, aucun problème. Laissez tout ça. Oui. Je veux savoir les cocottes d'épinettes, est-ce qu'on peut mettre ça dans le compost? Est-ce que vous pouvez mettre des cocottes d'épinettes dans le compost? Vous pourriez les mettre dans le compost, mais la décomposition va être très très lente. C'est comme le bois, on ne met pas dans le compost, malgré que le bois, ça se décompose. Mais qui va attendre à 15 ans que ça se décompose? Donc, mais déchiqueter très très fine, si vous trouvez un moyen pour le faire, ça pourrait être un peu plus vite, mais c'est lent. C'est vraiment lent. Oui. On a un gros érable à la maison. On a coupé une branche vraiment trop proche. Puis à l'intérieur, on voit un petit trou. L'érable a sûrement 50 ans et plus. Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, mettre de la cire à l'intérieur? Mettez rien dedans. Donc, madame a un trou dans un arbre, c'était coupé trop. La branche est tombée au décasse, coupé trop près. Et comme résultat, ce n'est pas bien guéri, puis il y a une trou qui s'est formée. Est-ce qu'on peut mettre de la cire ou quoi que ce soit? Mettez rien dedans. Dans la nature, ça arrive tout le temps. Beaucoup de gros arbres sont complètement creusés. Ils sont hors en vie, en parfait état. Il faut comprendre qu'un arbre, la seule partie vivante dans un tronc d'arbre, c'est le pourtour, le centre est mort. Donc, il n'y a vraiment pas de problème pour un trou dans un arbre. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de trou dans les arbres, on n'aurait pas d'animaux et d'oiseaux. Ils vivent là-dedans, c'est important d'en avoir. Paniquez pas. Si c'est un arbre dans un endroit où ça pourrait faire des dommages, si c'est tombé, faites vérifier par un arboriculteur pour voir si l'arbre est solide. Mais la plupart des arbres creux sont parfaitement solides. Ça peut vivre 150 ans avec des trous. C'est pas un problème, ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du BRF? BRF, c'est un bois raméal fragmenté. C'est un produit qui est vraiment intéressant. Ceux qui ne connaissent pas, ce sont des branches, des feuilles déchiquetées avec le feuille. Donc, ceux qui connaissent le compostage, vous savez que ce qu'on recherche pour que ça se décompose rapidement, on recherche et des produits qui contiennent de l'azote, les parties vertes, les feuilles, et des produits qui contiennent du carbone, comme le bois. Et ça fait un bon mélange qui est très intéressant, c'est très riche. Et à condition de pouvoir le trouver, c'est un excellent produit. Ça devient de plus en plus disponible. Et d'ailleurs, c'est toujours été disponible. Il s'agit de savoir où le chercher.
Et entre autres, si vous avez un arboriculteur qui passe dans le secteur, ils vont vous les donner, c'est pour quoi. Il s'agit de trouver quelqu'un qui veut l'offrir. Je ne sais pas comment ça se passe dans la ville de Québec maintenant, mais autrefois, quand j'étais au jardin communautaire à Sillery, on avait qu'à téléphoner à la ville de Sainte-Foy qui viennent livrer un camion plein de bois raméal. Et à un moment donné, ils disaient, oh, non, la ville de Québec a commencé à vendre le bois raméal avec quelqu'un d'autre, pas à nous. Mais dans d'autres villes, quand même, je pense plus à Québec. Il s'agit de savoir où le trouver, dans le fond. Oui? La tablure, le blanc. Oui, la tablure, c'est pas le blanc. Dans les flocs, dans le jardin, comment on peut se débarrasser de ça? OK, bon. Tablure et blanc, c'est deux choses différentes. Tablure, c'est les premiers. On va mettre ça à part. Le blanc, c'est une maladie. Le blanc, c'est une maladie. Le blanc, c'est une longue série de maladies qui font blanchir le feuillage. Ce sont des champignons qui s'installent dans le feuillage. Et la dernière étape de la maladie, c'est cette apparence de poudre blanche qu'on appelle le blanc. Donc, c'est toute une série de maladies. On appelle des fois l'oïdium aussi. Moi, je préfère blanc. La meilleure façon d'éviter ça, c'est d'éviter les stress à la plante. Vous allez voir, quand est-ce que le blanc apparaît? En général, fin d'été. Pourquoi en fin d'été? Parce qu'en fin d'été, habituellement, on a une période où c'est plus sec, la plante a manqué d'eau, et l'air était très humide en même temps, parce qu'à l'automne, quand les températures baissent, l'humidité augmente. Donc, la combinaison de sécheresse et d'humidité ont tendance à provoquer ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'assurer que vos plantes ne manquent pas d'eau. Un bon paillis au sol va aider énormément à prévenir. Première chose que je dirais. Deuxièmement, rechercher des variétés reproduites comme plus résistantes. Ils ne sont pas tellement susceptibles à la maladie, ça en a plein. Les phlox, il y en a plein maintenant qui n'en font pas. Jamais. Pour l'instant, deux choses là-dessus. Les monarques qui n'en font pas, ça existe aussi. Il s'agit d'aller chercher et vous pouvez trouver des variétés qui n'en font pas. Actuellement, maintenant, le problème est le suivant. Les maladies évoluent. La plante de phlox qui ne fait pas de blanc aujourd'hui, dans 15 ans, je ne dis pas que la maladie n'aurait pas évolué pour attaquer cette plante-là. Mais actuellement, on peut trouver des variétés qui sont résistantes aux souches qui existent là. Et en plus, il faut penser que le blanc est spécifique à la plante. Le blanc s'attaque au phlox, ne s'attaque pas au monarque. Et le blanc de monarque ne s'attaque pas au lilas. C'est des maladies différentes. Donc, il ne faut pas avoir peur que ça se contamine d'autres choses. Mais dans les proches parents, oui, il peut y avoir contamination. Ça va? Et là, c'est la fin, c'est ça? Donc, je vous espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et j'en ai 100 fois de